Bonsoir, donc je suis très heureux d'être avec vous, d'être ce soir avec vous pour parler de mon sujet favori, qui est la réindustrialisation de la France grâce à une énergie abondante, bon marché et souveraine. Parce que je pense que nous avons, au cours du temps, vu notre industrie se déliter, on va y revenir très rapidement, et on nous dit que c'est relativement simple de la refaire parce qu'on a pris toutes les mesures pour la refaire. Bien. Donc je n'en crois pas un mot, parce que moi ce que j'observe, c'est que nous étions au moment où la balance commerciale était à peu près la même en France qu'en Allemagne, c'est-à-dire dans l'année 2000, nous étions à de l'ordre de 20 à 22% de part de PIB, de l'industrie dans le PIB, 20-22%, comme les Allemands. Les Italiens étaient à de l'ordre de 12-13, l'Espagne était à de l'ordre de 10, et que nous nous retrouvons aujourd'hui en 2023 avec l'Allemagne qui n'a pas varié, l'Italie qui a augmenté, qui est à 17, l'Espagne qui a augmenté, qui est à 15, et tous les autres pays étant autour de ce chiffre, sauf la Grèce à 9,5 et nous à 10. Donc on a bien vu l'effondrement de l'industrie française tout au cours du temps, et cet effondrement a des causes multiples sur lesquelles j'ai écrit et écrit et écrit. J'écris des livres, je fais des émissions à la télé, j'ai mon blog qui s'appelle loicleflocprigent.fr, etc. Et j'essaie d'expliquer comment on est arrivé là, et on y reviendra sans doute un peu, mais je dirais que le point principal qu'il faut bien voir et que je vois depuis quelque temps, c'est un problème culturel, c'est-à-dire qu'on s'est laissé avoir par une culture anti-scientifique et anti-industrielle, jusqu'au point que lorsque aujourd'hui j'ai des gens de l'administration en face de moi, j'ai des militants anti-industrie, je n'ai plus des gens qui ont envie de m'aider. J'ai en face de moi des gens qui ont envie de me tuer. Et quand ils me tuent, effectivement, parce que ça m'est arrivé, parce que j'en avais marre et j'ai supprimé un petit atelier de 15 personnes dans un village où il n'y avait que ça, je m'attendais à me faire engueuler par la presse, par le préfet, par le maire, et j'ai reçu les félicitations de tout le monde parce que j'avais enfin enlevé l'industrie qui était épouvantable. C'était une industrie qui n'était pas épouvantable du tout, simplement elle avait eu l'avantage d'avoir l'Adréal qui était venu, qui avait expliqué que c'était affreux. Alors, le problème culturel que nous allons traverser est un problème culturel important parce que nous apercevons que l'éducation nationale ne fait plus attention à l'industrie, ne nous met plus des gens qui connaissent les mathématiques, les sciences physiques, les sciences biologiques et la technique, et que nous arrivons à avoir des gamins qui ont le bac S et qui ne savent pas qui est Claude Bernard et ce qu'est l'expérimentation pour la recherche. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant. Vous avez en sortir aujourd'hui de l'agro une partie des gens qui disent « nous, on ne veut plus de l'industrie parce que c'est sale, c'est abominable, on ne veut plus des pesticides, on ne veut plus des OGM, on veut du bio ». Bon, c'est leur droit, mais c'est « je suis anticapitaliste et par conséquent, il faut que tout ça disparaisse ». Et vous avez tout dernièrement quand même l'école polytechnique sur son campus qui dit ben, il y a Total et il y a LVMH qui veulent faire un laboratoire et l'école polytechnique ne peut pas y arriver parce qu'il y a une révolte au sein de l'école polytechnique considérant que c'est des affreux capitalistes qui veulent s'approprier l'école polytechnique. Donc on a bien une tendance générale à une désindustrialisation importante, et cette tendance générale est appuyée par une sorte d'idéologie anti-science jusqu'aux études scientifiques dites prestigieuses. Ce n'est pas du tout le cas dans les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas du tout le cas dans les autres écoles d'ingénieurs, mais dans les plus grandes,
c'est-à-dire Polytechnique et à certains égards HEC et l'agro, effectivement, cette tendance est une tendance lourde, tendance que nous retrouvons dans les universités où la partie sociologie, psychologie est importante, mais qui englobe l'économie, et on se retrouve avec des économistes qui ont envie effectivement que l'industrie n'existe plus, et qui sont partis dans l'autre sens. Alors, vous me direz comment on est arrivé là. Je dirais que j'écris, il y a 1000 choses à dire sur la façon de faire, mais je vais vous parler un peu de ma vie actuelle, c'est-à-dire que en revenant d'un traquenard et d'un kidnapping dans les pays où je travaillais, c'est-à-dire l'Afrique et le Moyen-Orient, il est apparu que mon intérêt personnel, si je voulais rester en vie, n'était pas de repartir. Et donc je suis resté en France, et mes anciens collaborateurs de Rhône-Poulenc, qui sont la première société que j'ai présidée, avaient organisé une petite société regroupant des PMI. Il y en avait une quarantaine pour 240 millions de chiffre d'affaires quand je suis rentré il y a 4 ans. Et m'ont dit, est-ce que tu as envie de venir nous aider? Je dis, moi je suis vieux, j'en ai marre. Mais ici, il faut que tu viennes, tu vas t'emmerder chez toi. Je dis, bon, bien, si je m'emmerde chez moi, je vais faire autre chose. Et donc je suis allé avec eux, et je travaille avec eux maintenant, et je suis effectivement dirigeant de 7 petites et moyennes industries, c'est-à-dire d'industries qui font de l'ordre chacune de 10 millions de chiffre d'affaires avec en dessous de 50 employés, de façon à ne pas avoir de syndicat, n'est-ce pas? Non, ça suffit. Avec la SNCF, j'ai donné, donc ça va. Et donc, je fais ce travail. Et donc, lorsque je parle aujourd'hui d'industrie, je parle certes du passé, certes des grandes entreprises que j'ai connues, mais aussi des entreprises petites et moyennes que je dirige, que je préside, et j'ai sur chaque site un directeur de site qui me rapporte et qui a entre 35 et 45 ans, et quand il sourit, je souris, j'ai pas envie de savoir pourquoi il sourit. Par contre, quand il va mal, je lui dis pourquoi tu vas mal, il m'explique et j'essaie de trouver des solutions au fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que tous les jours il se passe quelque chose dans les entreprises. Et là, on s'aperçoit qu'un des obstacles importants du développement des PMI, c'est d'une part le fait de recruter du personnel. Bon, moi c'est la plaie je suis en mécanique métallurgie, j'ai sur 240 employés, il m'en manque une dizaine et je ne les trouve pas. Alors je fais en sorte que je puisse les trouver. Dans une des entreprises, il y a une filière roumaine qui s'est mise en place, et donc j'ai 5 Roumains qui travaillent de façon absolument remarquable. Et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment que je continue sur la filière roumaine dans toutes mes entreprises? C'est un vrai sujet, premier sujet. Deuxième sujet qui a été pris par l'orateur de départ, c'est celui que les PMI, quand elles ne tombent pas dans des groupes comme le mien, qui sont des groupes où on va les développer en tant que PMI et non pas en tant que ramification de tout ce qu'on veut, il y a un problème de fonds propres et il y a un problème de transmission. On n'a pas réglé encore vraiment le problème de transmission et on n'a pas réglé le problème de fonds propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'investissement régulier d'investisseurs qui ont envie d'investir dans des PMI autres que les familles ou quelques amis, et ceci au moment du développement de la PMI, lorsqu'elle a la nécessité d'un marché, eh bien, ça pose des problèmes importants. Alors tout ceci, je l'ai écrit dans un certain nombre de livres qui sont la France industrielle, pour une France industrielle, où j'ai expliqué que 2 fois dans l'histoire de France, ce problème des fonds propres et ce problème de la qualification s'est posé, en 1923-26 avec Poincaré et en 1958 avec le général de Gaulle, et 2 fois, c'est la même théorie qui
qui a été utilisée, celle de Jacques Rueff, l'économiste. Grossièrement, les gens qui connaissent Rueff hurlent quand je parle de ça, mais moi c'est comme ça que j'ai lu Jacques Rueff. Par conséquent, c'est mon Jacques Rueff dont je parle. Et mon Jacques Rueff, il dit, bien, quand vous faites de l'industrie, que vous gagnez de l'argent, il faut que vous le gardiez, que vous l'investissiez, que vous faites ce que vous voulez, mais l'État n'essaie pas de le piquer. Et par contre, lorsque vous perdez de l'argent, quand vous avez risqué de l'argent, eh bien, l'État ne vous enfonce pas la tête sous l'eau. Il se dit, après tout, ce mec a pris des risques, il a perdu, mais il n'y a pas de raison qu'il perde tout. Et on essaie de voir comment on peut le sauver, parce qu'au moins, il a pris des risques. Et le fait de prendre de risques est extrêmement important. C'était la théorie de Jacques Rueff. C'est comme ça que se sont rebâtis le pays deux fois, du temps de Poincaré et du temps du général de Gaulle. Nous n'en sommes pas là. Donc nous sommes aujourd'hui avec un petit coin parapluie, c'est un coin de paradis. C'est-à-dire que plus les gens sont irresponsables, plus ils disent que c'est pas eux, plus ils peuvent expliquer qu'ils sont bien, ils sont méritants, mieux ils se portent, et celui qui prend des risques est puni. Donc est puni par l'ensemble de ce que j'appelle les parasites, et en particulier les parasites administratifs qui, de plus en plus, essaient de montrer qu'ils peuvent contrôler tous les individus un par un, plutôt que d'essayer de voir comment ils peuvent les aider à se développer. Ils n'ont pas le sentiment, lorsqu'il y a une entreprise, qu'on va pouvoir l'aider et qu'elle va se développer. Alors, maintenant, quand on fait le constat brut de la compétitivité de l'industrie française, on s'aperçoit qu'elle n'est pas compétitive sur les impôts, elle n'est pas compétitive sur les charges sociales, elle n'est pas compétitive sur le droit à l'environnement, elle n'est pas compétitive sur le droit du travail. Par conséquent, elle a quelques fers aux pieds au départ, ça c'est clair. Bon. Mais il y avait tout au long des dernières années, il y avait un truc qui nous permettait de survivre, c'est que nous avions une politique qui était faite par nos grands ancêtres, récent, qui était une politique d'énergie abondante, bon marché et souveraine. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à la tête d'Alpha-Aquitaine, on m'a dit, le problème, c'est que si jamais il y a de nouveau un embargo pétrolier, est-ce qu'on a suffisamment de pétrole entre Elf et Total ? Il n'y en avait pas suffisamment, donc j'ai fait en sorte que, en rachetant des gisements, en allant explorer, etc., qu'au bout de 4 ans, lorsque j'ai quitté Elf, nous étions autosuffisants en pétrole, théoriquement. Hein, il est clair que les sociétés pétrolières sont bâties sur le fait qu'on produit du pétrole, on le vend à n'importe qui, on le rachète à n'importe qui, on le raffine. Hein, donc c'est pas le même pétrole, c'est pas le pétrole d'Angola qui vient dans votre réservoir. Simplement, la question qui était posée au chef d'entreprise que j'étais, c'était si jamais il y a embargo total de la France, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, etc., est-ce qu'on peut vivre avec ce qu'on a ? Et la réponse était oui, on peut vivre avec ce qu'on a, compte tenu des réservoirs qu'on a à travers le monde. C'était la théorie. Alors pourquoi avait-on cette théorie ? Parce qu'on avait eu le choc pétrolier de 1973 et qu'à l'époque, nous avions essayé de voir comment on allait vivre sans pétrole. C'est-à-dire que le jour où Greta Thunberg et ses sbires disent maintenant il faut enlever les fossiles avec le GIEC, il faut enlever les fossiles, on enlève tout, etc. Bon, ce jour-là, nous l'avons déjà vécu en 1973. Quand il y a eu le choc pétrolier, on a vu le pétrole augmenter de 10 et on ne pouvait plus en avoir. On avait un pétrole qui avait augmenté de façon forte, et 2, on ne pouvait plus en avoir. Et donc il y avait des queues. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on s'est posé les questions de l'énergie en 1973, et dans les textes de 1973, vous verrez que le développement d'un pays, quel qu'il soit, se fait avec une énergie d'abord abondante. C'est-à-dire qu'il y a toujours nécessité de surabondance par rapport à la consommation. On n'équilibre pas la production et la consommation, on essaie d'avoir une énergie abondante de façon à pouvoir
effectuer le développement du pays grâce à l'abondance. C'est-à-dire que lorsque on calcule, on dit voilà, je vais consommer, les gens font des lignes en disant voilà, on fait du 2% ou 3% par an. Ok, très bien. Alors j'ai assez d'énergie. Non. L'énergie, on est toujours surabondant, et cette surabondance, en fin de compte, on en fait un instrument alors de pouvoir, de puissance, etc., peu importe, on le vend à l'extérieur. Hein, c'est comme ça que les pays se développent. Alors vous pourrez prendre depuis l'Antiquité, et vous apercevez que c'est comme ça qu'un pays, à un moment, marche ou ne marche pas. C'est qu'il a, à un moment, il a trouvé de l'énergie, d'une manière ou d'une autre. Alors, de temps en temps, c'est l'esclavage, c'est pas terrible. De temps en temps, c'est les chevaux. De temps en temps, c'est les bœufs, etc. Bon, puis la machine à vapeur, etc. Mais de toute façon, il est en possibilité de développement si jamais il est surabondant. Et dès qu'il n'y a pas d'abondance, il ne sait plus quoi faire. Et donc, c'est tout le problème du sous-développement des pays dans lesquels j'ai passé quand même 30 ans, c'est-à-dire les pays africains, où parce que j'ai pas d'énergie, je ne peux pas faire la première transformation des produits que j'ai, et par conséquent, je suis en sous-développement. Et si jamais j'arrive à avoir suffisamment d'énergie, je vais faire la première transformation, et la seconde, et ainsi de suite, et je vais pouvoir me développer. Un sujet simple, hein, c'est vous prenez la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un petit pays de langue portugaise, là, qui est coincé dans un petit pays. Vous dites, bah, après tout, ce pays-là, c'est normal, c'est un petit pays, il peut pas vivre, il peut pas vivre. Non, bon. Effectivement, le Koweït est un petit pays, et puis il peut vivre. Le Monaco aussi. Donc chacun, c'est pas parce que c'est un petit pays, on peut pas vivre. Puis vous allez dans la Guinée-Bissau, puis vous apercevez que c'est le pays de la noix de cajou. Et ben là, avec la noix de cajou, ils peuvent s'en sortir. Que nenni, puisqu'ils ne peuvent pas la transformer. Donc, la noix de cajou est prise par l'ensemble des gens de Guinée-Bissau, qui la vendent très bon marché aux Indiens qui ont pris le monopole de l'achat de la noix de cajou, qui l'amènent en Inde, qui la traitent en Inde, avec l'énergie indienne, parce que on a dans l'énergie, puis qui la ramène un peu partout. Et la noix de cajou ne profite pas au Guinée-Bissau. Donc il n'y a pas de possibilité pour la Guinée-Bissau de se développer, puisqu'ils n'ont pas l'énergie qui leur permet de faire la transformation, de leur matière première. Et vous prenez l'Afrique dans son ensemble, et vous trouvez la même chose. C'est-à-dire que le meilleur phosphate du monde se trouve au Togo, colonie française, ex-allemande, voilà. Le meilleur phosphate du monde. Donc, vous êtes de grande qualité. Donc le Togo est un pays florissant. Non, parce que le Togo n'est pas capable de faire la première transformation du phosphate pour faire des phosphates divers, du fluorophosphate ou autre chose. Et par conséquent, le phosphate est exporté en Israël. C'est les Israéliens qui prennent la totalité du phosphate togolais. C'est pas les Français, contrairement à ce qu'on raconte. Et c'est après... le Togo, il tend la sébille pour essayer de trouver un développement. Il n'a pas d'énergie abondante. Alors, premier sujet, donc, qui est contraire à la doctrine qui a été prise à un moment, qui est la doctrine de la sobriété. Problème qui a été repris récemment à l'occasion de la possible pénurie d'électricité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens... Si jamais vous n'avez pas d'énergie, vous êtes coupable parce que vous n'êtes pas sobre. La sobriété n'a rien à voir avec l'absence de gaspillage. Ça n'a rien à voir. La sobriété, c'est je fais en sorte de dépenser moins un produit qui est important pour tout le monde, et la seule manière d'être sobre, c'est de faire en sorte que les pauvres ne l'aient plus. Vous verrez que lorsque vous avez la sobriété au Tchad, la sobriété électrique ou la sobriété de pétrole ou la sobriété de ce que vous voulez, à Djamena, vous avez tout un quartier qui n'a plus rien, eh bien les gens crèvent. Donc on choisit, la sobriété, c'est de choisir les gens qui crèvent. Point final. Pas la peine de raconter l'histoire, c'est comme ça depuis que la Terre est Terre et que le monde est monde. Bon, donc la sobriété est un mauvais concept. Le concept de l'énergie, c'est celui de l'abondance. Alors, deuxième question, c'est abondant, mais alors, est-ce que quand même, une manière de faire
est d'indiquer aux gens que telle énergie n'est pas bonne et telle autre est meilleure pour la planète, pour la pollution, pour le machin, etc. Est-ce que je peux taxer de manière à ce que les gens consomment moins ou consomment mieux, hein? Et c'est ça tout le débat sur bon marché. Alors on dit bon marché, c'est facile. On dit l'éolien c'est bon marché parce que c'est gratuit. Par contre le pétrole c'est mauvais parce que ça pollue et puis ça tue la planète. Et donc vous avez remarqué que au cours des 3 années qui viennent de s'écouler, vous aviez une naissance qui était aux alentours d'1 €. Et donc l'État prélevait sur cet euro 60 centimes. D'accord? Au moins. Hein? Sur 1 €, on prenait 60 centimes. Qu'aujourd'hui, vous avez un pétrole à 1,98. Combien l'État prélève sur 1,98? 1,25. Donc vous avez, dans 3 ans, on vous a doublé le prélèvement de l'État sur... Donc on a un produit qui globalement n'a pas varié, hein, toujours aux alentours, sur les 3 ans, le Covid, etc., aux alentours de $80, c'est ce que les Saoudiens et l'ensemble des gens veulent. Ce produit est bon marché aujourd'hui, bon marché ou pas marché, enfin le marché c'est aux alentours de $80 le baril. Donc, vous avez des gens qui vous disent on va essayer d'éviter que vous preniez des voitures diesel ou des voitures à moteur thermique en général, et on va vous doubler la taxe, et comme ça, c'est pour votre bien. Ah bon. Vous avez trouvé le bien là-dedans. Moi, je n'ai pas trouvé le bien. Bon. Donc, le fait de trafiquer les prix au moment où on essaie d'inciter ou de désinciter les gens est une manière de dire que le prix est quelque chose d'artificiel sur lequel je peux jouer comme je veux, et ce prix va conduire les consommateurs à faire le bien par rapport au mal que j'envisage être la poursuite de cette consommation. Donc, même théorie, tout à l'heure, on dit abondant et non pas sobre. 2, prix. Le prix doit être fonction du coût. Lorsque vous avez les agriculteurs disent j'ai envie d'avoir du lait et j'ai envie d'avoir que ce soit que mon coût du lait soit pris en compte dans le prix, ils disent voilà combien j'ai vendu mon litre de lait et voilà combien il est chez Leclerc. C'est scandaleux. Hein, donc on a eu tout le temps. Qu'est-ce qu'ils disaient, les agriculteurs? Ils disaient on comprend qu'il y ait entre le coût du producteur et le prix payé par le consommateur, on comprend qu'il y ait une différence, mais nous ne comprenons pas si le prix est complètement indépendant du coût. C'est ça qui est dit. Et ce que répondent les gens qui essaient de manipuler le prix, c'est « oui, mais c'est pour votre bien, parce qu'on essaie de vous empêcher de... » Parce que si jamais vous prenez du pétrole, il y a beaucoup de CO2, donc on va essayer de vous empêcher d'en prendre. Très bien. Donc on va vous augmenter la taxe qu'on va prendre. Ce raisonnement est économiquement faux, puisque si jamais je suis prisonnier du moteur thermique, je suis obligé de satisfaire le mal, et le mal me coûte 2 fois plus cher que le bien que j'avais avant. Donc il y a un problème. Troisième élément très important, ça doit être souverain, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vous dire que nous avions, en tant que président de l'Aquitaine, on m'a dit est-ce qu'on peut être souverain, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir le pétrole, la production de pétrole correspondant à notre consommation. Effectivement, il faut toujours essayer de se rapprocher du système où nous avons soit des moyens de discuter, soit une production en tant que telle. Alors, le moyen de discuter, c'était pour nous d'avoir une surabondance de
d'électricité, surabondant d'électricité, qui avait conduit 2 pays à abandonner la construction d'énergie nucléaire. L'Autriche, qui avait une centrale nucléaire qui était en construction juste à la frontière avec les pays de l'Est de l'époque, et puis l'Italie. L'Italie a commencé la construction de 4 centrales nucléaires qu'elle a arrêtées en 1980. Et en 1980, elle a dit, mais je ne veux pas poursuivre parce qu'il y a des antinucléaires chez moi, mais de toute façon, j'en ai pas besoin, parce que 20% de ma consommation électrique viendra de France. Donc ceux qui vous racontent que l'interconnexion, c'est né du marché électricité, vous racontent des carabistouilles, puisque dès le départ, aussi bien la Suisse, l'Allemagne et l'Italie ont considéré que comme nous étions en train de construire une surabondance d'électricité, ils allaient en profiter pour ne pas faire les investissements qui étaient prévus de faire. Voilà. Donc ces 3 notions, donc lorsqu'on est en souverain, on peut dire j'ai le pétrole qu'il me faut, j'ai le gaz qu'il me faut, et ce qui a été fait par la France en l'occurrence, ça a été petit 1 de dire je vais avoir une compagnie Elf plus Total qui va avoir une production qui est à peu près celle de ma consommation. Petit 1. 2, j'ai des raffineries, et par conséquent, il faut que je sois à même de raffiner l'ensemble du pétrole dont j'ai besoin. 3, en cas de besoin, j'ai du stockage dans les différents ports, et on avait le stockage qui nous permettait de faire l'ensemble de la politique pour nous et pour les pays limitrophes. C'est-à-dire que nous pouvions effectivement servir, par exemple, un pays encastré comme la Suisse. Donc on avait du stockage en plus, stockage pétrolier. Quant au stockage de gaz, nous nous sommes lancés dans une politique extrêmement importante de stockage souterrain. Donc nous avons grossièrement, entre le stockage lié au gaz naturel liquéfié, où nous avons 3 ports d'entrée, Dunkerque, Nantes et Marseille, et les stockages souterrains qui sont des anciens réservoirs qu'on a colmatés de manière à ce qu'ils puissent avoir le gaz, on a à peu près la consommation d'une année de gaz sans difficulté. C'est ça que nous avons fait au cours des années qui ont suivi 1973. Alors, bien entendu, nous avons eu le programme de centrales nucléaires et nous avions considéré à l'époque qu'on pouvait aller jusqu'à 75% d'électricité nucléaire. L'électricité nucléaire, c'est une base, et donc nous considérons qu'il y a cette base doit fonctionner sans aléas et sans yo-yo, et que après 75%, on serait obligé de faire du yo-yo avec le combustible nucléaire, ce qui n'est pas bon économiquement pour la centrale et que ce n'est pas bon techniquement pour la centrale. J'y reviendrai bien sûr. Donc on a mis 75%, c'est des raisons techniques, non pas des raisons techniques et économiques, parce que comme une centrale nucléaire coûte cher, il faut qu'elle fonctionne effectivement en base une grande partie du temps, sauf qu'on les arrête pour les remettre en ordre, et que cette remise en ordre ne doit pas être faite entre le 1er janvier et le 15 mars, puisque c'est la période, en principe, où il fait froid et où la demande est plus importante, ce qu'on appelle un pic de consommation. Alors, dans 75%, nous avions de l'hydraulique de l'ordre de 12%, ça fait 87, excusez-moi, et il reste 13. Ces 13%, c'est les pics de consommation, et ces pics de consommation étaient encaissés par des centrales au charbon, Cordemais, Le Havre, Saint-Avold et consorts, des centrales au fioul, c'est-à-dire Porcheville et Aramon, et des centrales à gaz. Les gens d'EDF n'étaient pas très désireux de développer des centrales à gaz.
Les gens de Gaz de France, dont j'étais, puisque j'étais le président de Gaz de France, avaient envie de le faire. Donc on a des centrales disséminées à l'intérieur du pays, qui sont des centrales dites de cogénération, c'est-à-dire qu'on brûle le gaz dans une centrale, il y a l'électricité qui part dans les foyers et dans les industries, et la chaleur qui va dans les maisons, hein, la cogénération. Dans l'instant de cogénération, on a un peu de gaz. Voilà. Voilà, c'était ça l'équilibre dans lequel nous étions, que nous étions entendus sur les années 73, juste après le choc pétrolier, et qui a continué jusqu'à l'année 97. Pourquoi je prends l'année 97? Parce que c'est une des années charnières de la politique énergétique française, pour une raison simple, c'est que les physiciens dont j'étais considéraient qu'on pouvait boucler le cycle du combustible nucléaire, puisque ce qu'on appelle communément les déchets, mais qui sont en fait pour partie de l'uranium qui a donné pas mal d'énergie, cet uranium peut encore donner de l'énergie. Pourquoi? Il est irradié, il continue à être irradié, donc les antinucléaires nous disaient il faut absolument s'en débarrasser, c'est abominable, on en a pour 1000 ans, etc. Et donc on a travaillé tout au long des années 73 à 97 sur une technique qui permettait d'utiliser ces déchets, plus exactement cet uranium défraîchi, mais pas complètement défraîchi, pour en faire de l'électricité. Et ceci a été fait dans un premier prototype qui s'appelait Phénix et un deuxième prototype qui s'appelait Super Phénix. Et lors de la campagne de 97, vous vous souvenez, quand Chirac dissout, il y a la majorité plurielle qui arrive, les écologistes politiques, qui sont d'abord antinucléaires, ne sont pas des écologistes, j'y reviendrai aussi, les écologistes demandent à rentrer au gouvernement si le Super Phénix est arrêté. Et la première mesure qui est prise par le gouvernement Jospin en 1997, c'est l'arrêt de Super Phénix. C'est-à-dire l'arrêt de la technique qui permet d'avoir les centrales nucléaires de 4e génération qui vont utiliser l'uranium défraîchi pour en faire de l'électricité, en 1997. Bon, on arrête Super Phénix. Alors on prend des raisons tartempion. La raison, c'est l'accord politique pour que la majorité plurielle existe, c'était que les écologistes rentraient au gouvernement si et seulement si on arrêtait Super Phénix. Donc la première mesure qui a été prise par le gouvernement Jospin, ça a été d'arrêter Super Phénix. Alors là, il y a eu, déjà, on avait des antinucléaires qui étaient très embarrassants tout au long de la vie de la nation dans ces années-là, mais là, c'était un coup de blues pour l'ensemble des énergéticiens qui ont dit, alors là, ils n'ont rien compris, comment leur faire comprendre? Ils se sont aperçus que l'ensemble de la presse était contre nous et qu'il n'y avait rien à faire. Bon, moi, je n'étais pas en position à l'époque de pouvoir faire quoi que ce soit. Vous rendrez mon historique, vous verrez que je n'étais pas dans un endroit où je pouvais faire quelque chose. Bon. Et donc, tous les gens sont partis dans tous les sens en disant, bon... Et donc, ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides ont continué, bien sûr, à être la technique qui va permettre de faire les réacteurs de 4e génération. Elle a été envoyée avec les physiciens français en Russie, en Chine et aux États-Unis. Elle continue sa vie, elle continue à se développer, elle continue, etc. Bon, lorsque Monsieur Jospin est parti, que Chirac est revenu, il y a eu un timide essai de dire bon, on va peut-être quand même permettre aux gens du CEA de continuer ça sous le nom d'Astrid. Et donc on a continué un peu sous le nom d'Astrid, avec des petits moyens, rien à voir avec Super Phénix, puisque Super Phénix était branché sur le réseau.
Hein. Donc là, il ne s'agissait pas de brancher sur le réseau, il s'agissait de faire un petit programme de simulation permettant de savoir si le sodium liquide était bon, si jamais il fallait mélanger, à quelle proportion on mélangeait l'uranium défraîchi et le thorium, qui est un autre produit qui existe dans le commerce et dans les mines. Donc on a essayé de faire ça et on se retrouve avec un truc sur lequel il faut engager un programme vraiment de prototype. Ça va coûter le milliard. Le CEA et le commissaire à l'énergie atomique de l'époque, Yves Bréchet, demandent en 2018 le milliard en question. Il lui est refusé, on arrête le programme. 2019, et donc pour la deuxième fois, la France arrête le programme qui peut lui permettre de réaliser l'opération qui va conduire à une énergie abondante, bon marché et souveraine. Hein, toujours le même concept, abondant, bon marché et souveraine. Donc bon, alors toujours la même histoire, c'est-à-dire que on avait déjà eu l'élection de 2012 où la présence des écologistes politiques antinucléaires conduit à dire on passe de 75 à 50%. Personne ne se révolte vraiment, à part quelques fous comme moi. Moi, j'écris énormément et je fais à l'époque un livre en 2018, juste avant qu'on fasse les conneries, qui s'appelle « Il ne faut pas se tromper », qui n'est pas celui qui est vendu là, « Il ne faut pas se tromper », 2018. Je dis, bon voilà, on est en train de se tromper gravement sur l'énergie, on prend sur la gueule, et on est parti sur une mauvaise pente, puisqu'on n'est pas parti sur la pente d'une énergie abondante, bon marché, souveraine. C'était la pente sur laquelle on était, on n'est pas parti. On est parti sur l'idée que, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, on se débrouillera avec les autres. C'est pendant ça, qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce que font les autres? C'est-à-dire que Fukushima arrive, Madame Merkel dit on arrête le nucléaire, alors qu'ils avaient des centrales nucléaires pour 20 à 25% de leur consommation. Tout le monde s'affole et on change complètement de braquet sur la sûreté nucléaire en France, c'est-à-dire on change les réglementations, alors qu'on avait le futur qui était problématique, mais encore, le futur était en construction à Flamanville 3 avec un réacteur qui faisait papa-maman de façon complètement idiote de mon point de vue, mais on lui change la réglementation alors qu'il est en construction. Qu'est-ce qu'on fait? Les ingénieurs qui sont là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait le béton et quand on a fait les tuyaux, quand on vous change la réglementation qui vous fait changer le béton et le tuyau? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors là, on se gratte la tête, les gens se grattent la tête, et arrive la catastrophe de Flamanville, c'est-à-dire qu'on finit avec un surcoût important Flamanville, et ça se termine par l'agence de sûreté nucléaire qui dit « Ah non, il y a 8 soudures qui ne vont pas, par conséquent, il faut arrêter. » Là, plus un mot, tout le monde se met aux abonnés absents. Le pouvoir politique dit qu'il faut obéir à la sûreté nucléaire. Les techniciens disent c'est complètement idiot, on ne peut jamais les refaire. Donc on a parti sur un programme qui a coûté 1,5 milliard pour refaire 8 soudures à l'intérieur du béton qui n'ont pas changé d'un iota par rapport aux soudures faites antérieurement. Pas un iota, c'est les mêmes. On les a modifiées, on a dépensé 1,5 milliard, on a arrêté la centrale 4 ans. Et là, il recommence, c'est-à-dire l'ASN recommence à dire non, mais c'est pas conforme, on n'a pas fait, etc., on n'a pas fait ci, on a fait ça. Donc, on en déduit, mais cette déduction est relativement facile à effectuer, qu'à force d'avoir un gouvernement antinucléaire, l'ensemble des autorités et de l'Institut de recherche de sûreté nucléaire est devenu profondément antinucléaire. Et par conséquent, ils sont là non pas pour permettre d'avoir une sécurité, une sûreté nucléaire dans les centrales, mais ils sont là pour empêcher les centrales de fonctionner. Et ils le font très bien, puisque, de nouveau,
on s'interroge pour savoir si, d'ici la fin de l'année, on va pouvoir faire tourner Flamanville, petit A. On s'interroge, et nous avons aujourd'hui des gens qui sont ennuyés par les réglementations qui sont en train de changer du nouveau programme qui s'appelle EPR2, c'est-à-dire que mes anciens collaborateurs voient les feuilles correspondant au plan dont il faut qu'ils tiennent compte tenu de la haute autorité de la sûreté nucléaire. Les plans changent toutes les semaines. Par conséquent, c'est impossible de tenir les délais. D'où le fait que lorsque on vous présente le nouveau programme nucléaire de ces EPR2 qui risqueraient d'arriver, on vous dit, si on décide maintenant, on l'a dans 15 ans, alors que les centrales EPR qui fonctionnent en Chine et qui fonctionnent en Finlande, sont effectivement des centrales qui ont été préparées sur 7 ans, et on les fait en 7 ans. Donc on prête effectivement aujourd'hui une centrale en 15 ans en France à cause des prescriptions des autorités de sûreté nucléaire, et on est incapable de les faire en France en dessous de 15 ans. Tout ça, c'est dément. Alors, j'ai eu, moi, l'observation complète de la question lorsque le problème s'est posé sur un objet particulier, et où je me suis aperçu qu'effectivement, cet objet particulier qui avait été commandé, qu'on était susceptible de fournir, n'était plus à fournir puisque la réglementation avait changé dans le mois qui avait précédé. Donc on voit bien que la réglementation change sans arrêt. À réglementation évolutive, dans le nucléaire, en faisant des programmes à 7 milliards, c'est pas possible. Donc voilà le tableau de nucléaire, c'est-à-dire qu'on a massacré l'ensemble du dispositif. Alors je ne dis pas que les raffineries donc, ont été arrêtées pour moitié pendant la période considérée, c'est-à-dire de 1997 à maintenant, donc il y a la moitié des raffineries. Certaines raffineries comme la Med ont été transformées en raffineries d'huile de palme, parce que l'huile de palme c'est cachère, comme on sait, c'est bien, c'est ce qu'il faut, etc., etc. Donc on a les stockages, même chose, on a supprimé des stockages parce qu'il y en avait trop, donc on s'est mis dans un toit en tension sans arrêt, et on s'est mis en tension avec les arguments du fait que tout allait bien, Madame la Marquise, qu'on avait de toute façon suffisamment d'énergie, puisque nous étions interconnectés avec les autres pays, en particulier l'Allemagne. Alors, le drame commence il y a 2 ans et demi, lorsque les Américains, qui produisent du gaz de schiste, contrairement à nous, on n'a pas le droit de le regarder, nous. Mais eux, ils produisent, commencent à vouloir envahir le gaz de schiste à l'intérieur de la planète, et s'aperçoivent que les 2 gazoducs qui traversent la Baltique, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui vont directement en Allemagne, procurent à l'Allemagne un gaz pas cher, et que eux, par conséquent, ont du mal à vendre le gaz. Alors, ils commencent à râler, ils veulent pas qu'on ouvre Nord Stream 2, ils commencent la situation pourrit sur le marché du gaz, c'est clair. Les Chinois, eux, engrangent le gaz naturel de schiste américain à plein wagon, le Pakistan et le Bangladesh aussi, l'Inde, enfin bon, mais il n'en reste pas moins que le prix du gaz américain qui passe chez les Allemands embête tout le monde, et les rapports entre les Américains et les Russes conduisent les Russes à augmenter le prix du gaz. Et on s'aperçoit à ce moment-là, il y a 2 ans et demi, que nous avons un problème avec le marché de l'électricité. Alors je vais revenir maintenant au marché de l'électricité dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui s'est passé au marché de l'électricité? Il s'est trouvé qu'en 2005, le gouvernement de la Commission européenne a envie de pousser le marché libéral de l'électricité. Le marché libéral de l'électricité, c'est-à-dire dire
En fin de compte, si jamais il n'y a pas concurrence sur l'électricité, il ne peut pas y avoir des prix bons pour les consommateurs. C'est ça la théorie libérale du marché de l'électricité. Donc, si jamais vous avez un prix élevé, c'est parce que... Et certes, la France a un prix 2 fois moindre que le prix allemand, le prix suisse ou le prix italien, mais c'est parce que, en fin de compte, ils subventionnent leur électricité et ils n'ont pas le droit de la subventionner parce qu'il n'y a pas de marché. Donc nous sommes mis au banc de la société et de la Commission européenne parce que nous faisons mal à la Commission, à l'Europe, parce que nous avons une électricité pas assez chère, parce que nous avons fait trop de nucléaire. C'est ça le... Alors il y a des combats de rue à l'intérieur de la Commission sur le sujet, etc. Vous vous souvenez qu'en 2000, donc, ils arrivent quand même à dire oui, il faut faire marcher l'électricité, et ils inventent le fait qu'il y a 3 actions dans l'électricité. Il y a la production, la distribution et le transport. La production ne doit pas être monopolistique. Par contre, la distribution et le transport sont effectivement monopolistiques. C'est un monopole structurel. Par conséquent, il faut l'enlever d'EDF. Première décision, on enlève d'EDF le transport et la distribution. On le fait à la française, on garde 100%, on dit que le patron est autonome. En fait, ce n'est pas complètement vrai. Tout ça est exact. Mais on continue à avoir des tarifs réglementés. Deuxième difficulté qui arrive, c'est que on nous dit « Oui, mais vous ne faites pas suffisamment dans les énergies renouvelables, qui sont le solaire et l'éolien. » Parce que l'énergie renouvelable dont nous avons, nous, la primeur, c'est l'hydraulique. Nous avons été les premiers hydrauliciens du monde. Nous avons fait la moitié de toutes les turbines hydrauliques existant dans le monde. Par conséquent, nous sommes des grands hydrauliciens et nous avons une hydraulique forte. Et on dit, l'hydraulique, c'est pas tout à fait bon. C'est le solaire et l'éolien qui est bon. Et le solaire et l'éolien, alors, comme ils ne sont pas pilotables, ils sont intermittents. Quand il y a du vent, ça tourne. Quand il n'y a pas de soleil, ça ne tourne pas. Donc, il faut qu'ils soient prioritaires sur le réseau. Et en fin de compte, on fait un sous-marché de l'électricité en disant il y a une électricité solaire et éolienne qui vont avoir priorité sur le réseau et qui va devoir être prise quoi qu'il arrive. Ça ne nous arrange pas énormément. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais nous avons un réseau qui est basé sur une base nucléaire, on n'a pas envie que notre base nucléaire fasse du yo-yo. Et donc si jamais il y a trop d'électricité intermittente qui arrive, on va être obligé de baisser la base et ça nous coûte cher et ça va fragiliser nos centrales. Donc on essaie de résister et en 2010, donc c'est juste après la crise des subprimes 2008, etc., la Commission dit « Vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour libéraliser le marché du gaz. Par conséquent, vous allez avoir une sanction de 20 milliards d'euros. » Sarkozy est en poste. Il est en campagne électorale en 2010. Il voit arriver les 20 milliards parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Les écolos qui agitent le rideau. Il a peur. L'histoire est vraie. Et il dit, bon, il faut que j'accepte quelque chose. Et la Commission lui dit à ce moment-là, vous allez prendre une partie du nucléaire historique de l'EDF et vous allez le vendre à des fournisseurs du public. Ces fournisseurs le paieront au prix coûtant, 25%. Et donc, nous créons, à partir de 2010, 125 officines qui n'ont comme autre tâche que de spéculer sur le prix de l'électricité. Donc, ils vont acheter de l'électricité en gros, de l'électricité sur le marché à terme, puisqu'on a créé les marchés, et ceci avec l'aide des 25% de nucléaire historique que nous vendons en prix coûtant. On crée quelque chose. On prend un marché artificiel. Donc on se retrouve avec une énergie éolienne et une énergie solaire que nous devons
prendre comme priorité fragilisant notre nucléaire. Une partie de notre nucléaire que nous vendons à prix coûtant à des fournisseurs, ces fournisseurs allant eux-mêmes dévoyer nos clients en disant on peut faire moins cher qu'EDF. Ils font moins cher qu'EDF. Certains font faillite, mais c'est pas grave. Ça, c'est le marché. Dans le marché, il est bien évident que quand il y a des marchés, il y a des gens qui font faillite. Et c'est ça le jeu auquel on joue entre 2010 et 2022. Et lorsque le prix du gaz augmente, on se retrouve avec qu'est-ce que c'est que ce marché de l'électricité? Eh bien, c'est un marché où le dernier électron est celui qui fixe le prix. Or, le dernier électron, c'est l'électron allemand. Alors, tant que le gaz russe arrive à un prix correct, on n'a pas trop de problème. Le prix augmente avec ce que j'ai dit, donc on commence à voir augmenter le prix et on commence à voir la note d'électricité pour les industriels augmenter dans les années post-Covid. Mais on a tellement eu de pain sur la gueule à ce moment-là qu'on ne s'en rend pratiquement pas compte. Le consommateur non plus. Il a pris, on lui a dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut mettre le masque, il faut mettre le masque. Ouais, après tout, bon, oui, ça a l'air d'augmenter un peu. On lui dit que c'est à cause des éoliennes, il accepte tout. Et puis arrive le grand discours de M. Bruno Le Maire disant on va mettre des sanctions et on va mettre Poutine à genoux. Après des réunions avec votre serviteur qui lui dit non, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ce que vous dites ne va pas se passer. C'est-à-dire que si jamais vous avez le droit de prendre des sanctions, c'est des sanctions politiques, c'est votre domaine, la politique c'est votre domaine. La technique c'est le mien, et je vous dis que les sanctions vont conduire à ce que Poutine vende son gaz plus cher, petit a, en donne moins, c'est ce qui est arrivé, donc il a doublé ses rentrées en divisant par 2 ses sorties. Donc il a fait un facteur 4. C'est pas mal. Il y a plus... si je fais faillite en faisant un facteur 4 sur mes prix, je suis content. Et donc c'est ça qui s'est passé. Et à ce moment-là, on a aperçu que le roi était nu. C'est-à-dire que ce que je disais depuis 2018 dans ce livre, à savoir que l'éolien, c'était le gaz ou le charbon, c'était vrai. Tout le monde disait l'éolien, le gaz, je disais non. L'éolien et le solaire, c'est 25% à 30% d'éolien et de solaire, et c'est 70% au moins de gaz ou de charbon. Parce que quand vous voulez avoir de l'électricité, quand le soleil va s'arrêter, eh bien, si jamais il n'y a pas de centrale qui fait l'électricité, eh bien, vous n'avez pas d'électricité. Et donc, vous n'avez pas d'électricité chez vous. Donc, et je connais assez bien la manière dont on n'a plus d'électricité, parce qu'ayant vécu 30 ans pour partie en Afrique, je sais que quand il y a délestage, il y a délestage. Alors, soit on a un petit générateur électrique au diesel, à l'essence, et on a toujours l'électricité, soit on l'a pas et on est à la bougie, puis on attend. On attend que l'électricité revienne, et elle reviendra, en principe, le lendemain matin, donc pendant toute la nuit, pas d'électricité. Donc alors, ça fait des émeutes au moment des matchs de football, simplement, ils ont toujours prévu le truc au moment de la CAN, ils ont toujours une télévision au centre du village, avec un petit générateur, et tout le monde vient regarder la télévision, parce qu'on sait bien qu'il va y avoir un délestage, il faut mieux prendre les places devant la télévision. Donc voilà ce qui s'est passé au cours. Alors, moi, je reste planté sur ma position de 1973 et la position générale, c'est-à-dire que philosophique, c'est une position philosophique, c'est-à-dire qu'un prix doit avoir un rapport avec le coût. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez des parasites, que je n'appelle pas des parasites en général, mais comme je suis pris en vidéo, je vais utiliser le mot parasite, des parasites qui sont les fournisseurs, qui ne produisent pas, qui ne distribuent pas, qui ne transportent pas, n'ont pas de raison de me faire supporter et de faire supporter à EDF, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, de faire supporter. Parce que qu'est-ce qui se passe? EDF va produire sur ses centrales nucléaires à un certain prix. Bien. Elle fait 25% de sa production, va partir à un prix cassé. Bon. Alors, les officines achètent tout de suite. Okay? Bien.
Et puis ils vont produire, si jamais la situation est bonne sur le marché à terme, ils vont augmenter leur prise de position avec uniquement la spéculation. Et puis j'ai un incident transformé en arrêt de centrale grâce à l'Agence de sûreté nucléaire et à l'IRSN. Je produis de l'électricité à un moment où j'ai déjà vendu à un prix déterminé. Mais je suis aussi distributeur, enfin je suis aussi fournisseur d'électricité, moi EDF, donc je dois le racheter au fournisseur pour le revendre. Donc je produis une électricité à 45 € le mégawattheure, je l'ai vendue à 45 ou à 50, et au moment où mes clients veulent l'électricité est à 1000. Je le rachète à 1000 au fournisseur, alors que c'est la mienne que je suis en train de produire. Je suis en train de produire l'électricité, et en fait, elle me coûte 1000, puisque c'est une électricité que j'ai déjà vendue, que je paye. Donc le truc est complètement artificiel, complètement dément. C'est une situation démente. Et c'est ça la situation. Et donc, EDF a été mise dans une situation de faillite structurelle par les décisions prises en 2010 et poursuivies par la suite. C'est ça qui s'est passé. Donc, je dis maintenant, moi, je suis un petit industriel de base. J'avais un mégawattheure à 60 €. Bon, j'étais bien. Bon, on me dit maintenant, la face du monde a changé, etc. Bon, très bien, parfait. Bon, je calcule et je dis, bon, il y a l'hydraulique qui est à 18 € le mégawattheure, okay, qui fait 12%, 10%. Il y a le nucléaire qui fait encore 60-65%. Et puis, aux périodes de pointe, il va falloir acheter le truc à l'extérieur. Il peut y avoir... Bon. Mais je dis, maintenant, si vous arrivez à me démontrer que vous allez au-delà de 100 € le mégawattheure, alors vous êtes fort en calcul, mais il faut retourner à l'école communale tout de suite. Parce que c'est impossible. C'est impossible que vous puissiez me vendre quelque chose qui est grossièrement à 90% à 50-60 €, que vous me le vendiez 1000 €, c'est impossible. Or, c'est ça que vous faites. Bon. Cet argent, il va où? Et je demande, depuis maintenant le mois d'août, où va l'argent correspondant à la différence que je paye? Puisque moi, le contrat que j'honore, c'est un contrat à 600 € le mégawattheure. Non pas à 1000, mais à 600. Donc moi, je le paie à 600, et je sais que je devrais le payer 100. La différence de 500, qui la prend? EDF me dit que ce n'est pas eux, et ils ont raison, puisque eux, ils sont dans la NAS depuis le départ. On les a mis dans la NAS. Donc c'est par ailleurs. Et la NAS, c'est 125 fournisseurs qui, à chaque fois que je vois une Maserati dans la rue, je me dis, c'est le fournisseur d'électricité qui a pris la Maserati. Il est clair que c'est comme ça. Je vois où est mon argent. Dès que je vois une Maserati dans la rue, je me dis, c'est la mienne. Voilà, c'est la mienne. Il faudrait que je la conduise, mais c'est la mienne. Donc, ce processus est complètement dément. Alors, donc voilà à quoi on est arrivé. Alors, c'est une politique donc, de démission complète de la théorie que nous avions en 1973 et qui n'a pas été abandonnée en tant que telle. Personne n'a dit c'est fini l'énergie abondante, bon marché et souveraine. Il y a simplement, à un moment, il y a pénurie, et on va tout de suite faire de la sobriété. Et moi, je dis tout simplement, hein, je vous répète, c'est-à-dire sobriété, c'est égal à pénurie. Pénurie, c'est inflation. Et inflation, c'est décroissance. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Dès qu'on vous dit sobriété, pensez à moi. Vous dites sobriété, j'ai le droit de ne pas gaspiller. Je vais faire en sorte de ne pas gaspiller pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. C'est vrai. Mais sobriété, c'est pénurie. Et la pénurie, je la connais parce qu'en Afrique, c'est la pénurie. Effectivement. Je sais ce que c'est que la pénurie. Hein, et la pénurie, c'est la mort. Pour la moitié des mecs. C'est ça la pénurie. Hein, et c'est ça, on arrive. Alors, fort curieusement,
maintenant qu'on a fait l'électricité, on est parti sur l'eau. Il y a pénurie aussi dans l'eau. Alors là, je tombe de l'armoire. Bon, alors là, vraiment, on est dans un pays de fous, là. Alors là, s'il y a quelque chose qui n'est pas en pénurie, c'est l'eau. C'est complètement faux. Petit 1, on a les tuyaux d'eau n'ont jamais été maintenus correctement et on a une déperdition d'eau évaluée par des experts à au moins 20%, mais la plupart des cas de 60 à 80%. Donc on a des tuyaux qui n'ont pas été maintenus parce que les gouvernements successifs ne savent pas ce que c'est qu'une maintenance. Alors, on a bien vu avec le train, ils ne savent pas ce que c'est qu'une maintenance. Paris-Limoges de mon temps, c'est 1 heure de moins que maintenant. Bon. Pourquoi? Pas à cause de la maintenance. Point final. Et bon, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est la maintenance. Hein, bon. Donc on ne maintient pas, on ne maintient pas, on ne maintient pas. Donc, petit 1, donc c'est faux, il n'y a pas pénurie d'eau, il y a de l'eau, simplement, il faut réparer les tuyaux. Mon chien, il faut réparer les tuyaux. Facile, réparer les tuyaux. Hein, chacun peut comprendre que c'est quand un tuyau fuit, effectivement, il fuit. Voilà. Bon. Là, c'est les fuites d'eau, puis quand on a des dégâts des eaux. Hein. Nous, on sait ce que c'est qu'un dégât des eaux parce qu'on le prend sur la gueule dans nos. Eux, visiblement, ils ne savent pas ce que c'est que le dégât des eaux. Moi, je sais ce que c'est. 2, il y a une eau, effectivement, la nappe phréatique dont on parle sans arrêt, où chacun a l'impression de devenir expert de la nappe phréatique. Mais il n'y a pas de problème. On a de l'eau souterraine. Plein en France. Plein. Et on sait monitorer les réservoirs d'eau souterraine. On le fait au Kenya, on le fait en Namibie, on est capable de le faire en France, il n'y a aucun problème. Simplement, on sait quels sont les débits d'eau qui viennent d'on ne sait où. Enfin bon, l'eau, c'est simple, hein, il y a la vapeur d'eau qui s'en va avec le soleil, il y a de l'eau qui retombe, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On n'est pas en pénurie d'eau parce que la Terre se réchauffe, c'est complètement dingue. C'est pas vrai. Il y a toujours de l'eau. Soit elle est là, soit elle est en haut, il y a toujours l'eau. Tout ça, c'est un raisonnement complètement idiot. Et donc, on a de l'eau souterraine aujourd'hui en France. Il suffit de faire les forages et d'aller chercher l'eau et de la monitorer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle vienne, on en a partout. Et si jamais on a envie d'en faire, alors il est clair que on peut essayer d'éviter de planter du maïs partout, parce que le maïs, ça prend de l'eau, etc. On peut éviter de faire beaucoup de conneries, hein, et conduire. Mais sobriété et pénurie, non. Éviter les conneries, oui. Et on peut très bien dire aux agriculteurs, il faudrait commencer à abandonner un peu la culture du maïs intensive que vous avez. Est-ce qu'elle est nécessaire? Ça, c'est une bonne question. Mais la question. Donc, on est dans cette espèce d'optique sur l'énergie, mais maintenant sur l'eau, complètement démente, c'est on oublie abondant, bon marché souverain. Or, on est dans le même esprit avec l'eau. L'eau, elle doit être abondante, on doit en avoir. Elle doit être bon marché, parce que l'eau, c'est pas cher, et elle doit être souveraine, c'est-à-dire c'est la nôtre qu'on prend, c'est pas la nôtre des autres. Donc on est dans le même. Et donc c'est la façon dont les pays se développent. Et tant qu'on n'est pas dans cette façon de procéder, effectivement, on est dans ce qui peut apparaître à la fin une décroissance. Alors, effectivement, en dehors de l'écologie politique qui dit beaucoup de bêtises et qui n'a absolument aucune connaissance scientifique. Donc là, bon, il y a répondre à Mme Sandrine Rousseau, répondre à Mme Tondelier, non, moi ça me sert à rien. Parce que si jamais j'ai un débat où il y a ces dames, bon, mais par contre, je suis prêt à prendre le débat avec Jean Covici, mais lui n'est pas prêt à le faire, sur l'idée qu'il faut absolument arriver à ce qui est 4 voyages par personne et par an en avion, 4 voyages sur l'ensemble de la vie. C'est le fin de la logique du polytechnicien. Et à la fin, il dit voilà, 4 voyages, pour toute la vie, vous aurez droit à 4 voyages. Et je dis non, sûrement pas. Ce n'est sûrement pas comme ça que l'humanité peut se développer. C'est pas avec un gouvernement de la planète disant à un moment vous avez droit à 4 voyages par an, par vie, c'est pas possible. Donc forcément, il y a fausse route, et forcément, la bonne théorie, c'est de dire il faut que ce soit abondant bon marché. Et pourquoi? C'est relativement simple. C'est-à-dire si jamais je mets sur
les réacteurs à neutrons rapides, dans 10 ans, je vais avoir une énergie qui va être bon marché, abondante, et voilà. Et donc ça aura un sens. Alors là où on s'aperçoit que le monde est devenu fou, c'est-à-dire que pendant le temps où ils sont en train de parler de pénurie, ils sont en train de vous dire que vous devez accélérer les voitures électriques, où il n'y a pas de borne et où il n'y a pas d'électricité, et vous devez accélérer les pompes à chaleur à la place, alors que les pompes à chaleur sont encore électriques. Alors, on va dire, non, vous allez décélérer un peu, puisque vous n'avez pas d'électricité, puisque vous dites qu'il y a pénurie. Au moins, aller jusqu'au bout de votre logique. Ah non, on continue quand même, parce qu'on va être sobre, et donc on revient à un truc angoissant. C'est là qu'est l'angoisse. C'est-à-dire que des gens qui ont perdu la boule complètement sont en train de vous raconter qu'il faut être sobre. Alors qu'ils ne se prennent pas les moyens de se mettre en situation d'abondance. Alors, je vais partir d'une note optimiste quand même, parce que vous allez dire, alors vous êtes plombé, il nous a plombé le mec. Bon, non, pas. Bon. Alors, petit 1. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui de répondre et résoudre les problèmes énergétiques de notre pays relativement facilement. C'est-à-dire que nous avons un parc nucléaire, il suffit de dire à l'agence de sûreté nucléaire et à l'IRSN d'arrêter ces conneries. On a un parc nucléaire qui peut encore durer 20 ans ou 40 ans, donc on a poussé, petit 1. 2, ce parc nucléaire, on peut augmenter son rendement de 10 à 15%, tout le parc. Ça a été fait en Suède et ça a été fait aux États-Unis. Nous, l'agence de sûreté nucléaire ne veut pas, il suffit de prendre les standards américains et on fera 10 à 15% de plus par centrale, sans difficulté dans l'année qui vient. Si jamais on veut. Si jamais on ne veut pas, on ne veut pas. Bon. 3, on a Fessenheim, où je dis, malgré tout ce qu'on raconte, on peut rouvrir Fessenheim, on a encore une fenêtre, et ceci va coûter plus cher, parce que les canalisations ont été lavées en décembre 2022, donc récemment, pour essayer d'éviter que Fessenheim puisse revenir. Bon, ça ne fait rien, on aurait dépassé 1 milliard pour 1 an, on va dépenser 2 milliards pour 2 ans, c'est pas dramatique. Le temps de faire une centrale, on aura pu remettre Fessenheim en route, c'est pas dramatique, tout est là. Alors pourquoi il est intéressant de garder les endroits où on a fait des choses avant? Eh bien, c'est parce qu'on a les transports qui est là. Alors, donc si soit la centrale du Havre, qui est une centrale à charbon, soit on y met du charbon et du pellet comme celle de Cordemais, soit on y met du centrale à gaz, mais on peut faire ça en 18 mois. Donc c'est pas très difficile, parce on a l'essentiel qui est fait, et la centrale à gaz nécessite du 40 bar qui arrive, et 40 bar arrive effectivement dans cet endroit. Bon, on peut continuer comme ça le Tour de France. On s'aperçoit qu'on a les moyens soit de rouvrir les centrales à charbon, soit de rouvrir les centrales à fioul, soit d'utiliser ces centrales à charbon et à fioul pour mettre des centrales à gaz de manière à pouvoir avoir l'électricité. Donc, le fait d'avoir de la pénurie, si jamais on a de la pénurie, c'est qu'on le veut bien. Mais si on n'a pas envie d'avoir pénurie, on n'en aura pas. Encore faut-il qu'il soit décidé. C'est pas très difficile. Si jamais vous me dites est-ce que vous pouvez prendre le ministère de l'énergie et qu'il n'y ait pas de problème cet hiver, je vous dis aucun problème. Maintenant, si vous me demandez ça le 1er janvier 2024, je vous dirais bon ce sera pour janvier 2025 parce qu'effectivement ce qui devait être fait n'a pas été fait. Hein, voilà. Donc on a la possibilité de faire. 2, si jamais on veut aller rapidement pour faire des nouveaux réacteurs nucléaires, on peut le faire. On peut le faire sur une période de 5-7 ans. C'est tout à fait possible. Toujours la même chose avec la SN et l'IRSN qui ont changé. 3, dès maintenant, il faut vraisemblablement se mettre sur les neutrons rapides pour voir avec nos homologues, puisque maintenant, quand l'ensemble des données de Superphénix ont nourri les Russes, les Chinois et les Américains, on peut travailler avec eux pour essayer de voir comment on peut aller vite sur les neutrons rapides. Bon, à mon avis, quand on aura fait 6 EPR2, il faudrait arriver au neutron rapide juste après. Et comme ça, on n'aurait plus besoin d'enterrer les déchets nucléaires dans la Meuse. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Et en attendant,
Le monde entier fait 80% de dépenses de consommation énergétique sur les fossiles. Bah, nous, on en fera un peu plus au moment des pics avec les centrales à gaz ou les centrales. C'est pas dramatique, de toute façon, on en fait déjà 4 fois moins que les Allemands, 4 fois moins que tous les pays voisins. Donc c'est nous qui sommes les bons élèves et c'est pas les autres. Donc tout ça n'est pas dramatique si jamais on ne dramatise pas. Mais si jamais on veut continuer à faire peur et à parler de pénurie, je pense que nous sommes dans de sales draps. C'est de ce dont je voulais vous parler ce soir. Je ne sais pas si le temps est imparti ou non, monsieur le directeur. Bon, je pense que si on veut... On peut avoir des questions quand même. Oui, oui. Ah bon, c'est ça, très bien.